Imaginez un peu que vous deviez construire un immense gratte-ciel. Évidemment, vous n'allez pas commencer à empiler des briques au hasard, n'est-ce pas? Il vous faut des plans extrêmement précis pour que la tour tienne debout. Eh bien, pour les sociétés humaines, c'est exactement la même chose. Elles ont besoin d'une structure solide pour être gouvernées. Et cette structure, ce grand plan d'architecte, c'est ce qu'on appelle le droit public et le droit constitutionnel. C'est littéralement l'ossature de notre monde politique et juridique, et c'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Mais avant d'examiner nos plans de construction, posons-nous une question assez fondamentale. Qu'est-ce qui donne véritablement à un État son autorité? Je veux dire, qu'est-ce qui transforme une simple ligne imaginaire sur une carte en une frontière absolument infranchissable, ou un simple bout de papier en une loi que tout le monde doit respecter? Ce sont des forces invisibles, des fondations théoriques vraiment puissantes, et c'est exactement ça qu'on va aller creuser. Voici notre plan d'attaque. On va d'abord séparer le droit public du droit privé, ensuite on parlera du droit constitutionnel, des piliers de l'État, de ses différentes formes, et on terminera en beauté sur le fédéralisme et les confédérations. C'est parti! Première étape de notre décryptage, la grande division entre le droit public et le droit privé. En fait, cette division ne date pas d'hier. Déjà à l'époque romaine, le juriste Ulpien observait un contraste très net entre ces deux univers qui agissent un peu comme les règles de zonage d'une ville. D'un côté, on a le droit public. Lui, il implique toujours une personne publique, comme l'État ou une mairie. Son but ultime, promouvoir l'intérêt général. Ces règles sont généralement impératives. En gros, ce sont des ordres ou des interdictions basées sur un rapport d'autorité. De l'autre côté, on a le droit privé, qui gère les relations entre nous, les simples particuliers. Son objectif est de protéger nos intérêts individuels avec des règles beaucoup plus souples ou permissives, comme celles qui encadrent la signature d'un contrat de vente. Les juristes appellent ça la summa division, la séparation suprême du droit. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le droit constitutionnel. Si le droit public c'est notre chantier, alors le droit constitutionnel c'est le grand plan directeur. C'est lui qui définit la structure interne de l'État et comment on y exerce le pouvoir. Et ce plan, on le représente très souvent par la fameuse pyramide de Kelsen. C'est un concept visuel génial qui explique la hiérarchie des normes. Imaginez la Constitution tout au sommet. C'est la base absolue. Absolument toutes les autres règles, que ce soit des lois, des décrets ou des arrêtés, doivent puiser leur légitimité dans cette Constitution pour exister. Sans elle, c'est tout l'édifice juridique qui s'écroule. Cela dit, c'est assez fascinant de voir que les plans sur le papier ne collent pas toujours à la réalité du terrain. Historiquement, on se contentait de lire les textes. Mais on a vite réalisé qu'il y a souvent un fossé énorme entre la règle écrite et la vraie vie politique. Le document source donne l'exemple de Madagascar entre 1975 et 1991. Les textes officiels parlaient d'une république démocratique, mais dans les faits, le régime n'avait pas grand-chose de démocratique. C'est d'ailleurs pour ça que le droit moderne s'est mis à inclure la science politique et à développer ce qu'on appelle la justice constitutionnelle, avec des cours spéciales qui vérifient que les lois respectent réellement la Constitution. Et puis, le droit constitutionnel, c'est vivant, ça s'adapte aux besoins de la société. Prenez la décentralisation par exemple. C'est un concept devenu incontournable aujourd'hui. Pour faire simple, c'est quand le pouvoir central transfère des compétences administratives vers des collectivités locales qui sont dirigées par des gens qu'on élit. C'est une façon de modifier un peu l'architecture du bâtiment pour que les problèmes locaux soient gérés directement par les acteurs locaux. Passons maintenant à notre troisième grande partie, les fondations mêmes du système, les piliers de l'État. Au fait, concrètement, c'est quoi un État ? Pour que la machine fonctionne, les juristes nous disent qu'il faut absolument 3 éléments vitaux. Un territoire bien délimité, une population et un pouvoir politique. Et attention, ce n'est pas à la carte, il faut les 3 en même temps. Prenez le pouvoir politique, il doit être exclusif et surtout effectif. Il doit être capable de maintenir l'ordre réel sur place. Si ce pouvoir s'effondre, l'État n'existe plus vraiment à part entière. C'est exactement ce qui est observé dans le cas de la Somalie depuis 1991, où le pouvoir central a perdu le contrôle d'une immense partie du pays. Alors vous vous demandez peut-être, et la nation dans tout ça? C'est une excellente question, et c'est crucial de faire la différence. En gros, il y a 2 façons de voir la nation. La conception objective, qui nous vient d'Allemagne, dit qu'une nation repose sur des critères concrets, comme une langue ou une religion commune. De l'autre côté, la conception subjective, très française celle-là, se concentre sur le lien spirituel, ce qu'on appelle le vouloir-vivre collectif. Mais le truc à retenir, c'est que l'État et la nation ne sont pas toujours alignés. Prenez la Corée, une seule nation historique, mais divisée en 2 États, la Corée du Nord et du Sud. À l'inverse, on a des États multinationaux qui regroupent plein de nations différentes sous un même drapeau. Le ciment qui fait tenir tout ce bloc ensemble, c'est un mot que vous entendez tout le temps, la souveraineté. Au XVIe siècle, c'était surtout une idée politique d'indépendance absolue. Mais aujourd'hui, juridiquement parlant, c'est ce que les théoriciens appellent la compétence des compétences. C'est un terme un peu technique pour dire une chose simple, l'État est le seul et unique patron chez lui. Il décide lui-même de ses propres règles via sa constitution, sans que personne d'autre n'ait le droit de s'en mêler de l'extérieur. 4e étape de notre parcours, l'organisation et les différentes formes de l'État.
Une fois que les murs porteurs sont posés, un État peut choisir différents styles d'organisation. Commençons par le classique, l'État unitaire. Là, c'est simple, il y a un seul centre de pouvoir politique qui gère tout. Mais récemment, on a vu émerger une variante super intéressante, l'État régional. Pensez à l'Italie ou l'Espagne. Techniquement, ça reste des États unitaires, mais ils ont délégué un vrai pouvoir de créer des lois à leurs régions autonomes. Ces régions votent leurs propres règles sur des sujets précis, tout en restant rattachées au pays central. Mais bon, même dans un État unitaire strict, tout géré depuis la capitale, c'est rapidement un cauchemar logistique. Donc l'État utilise des outils pour s'alléger. Soit il utilise la déconcentration, en gros l'État central envoie ses propres agents sur le terrain, comme des préfets qui obéissent à Paris ou à la capitale pour agir en son nom. Soit il utilise la décentralisation, dont on a parlé tout à l'heure, où là on donne carrément les clés du camion administratif à des élus locaux choisis par les citoyens. On arrive enfin à notre 5e et dernière grande section, le fédéralisme et les confédérations. Là, on passe clairement aux macrostructures. On parle de gigantesques complexes gouvernementaux où plusieurs bâtiments s'emboîtent. L'État fédéral, c'est l'exemple parfait. C'est une construction à 2 étages. On a l'État fédéral central tout en haut et en dessous, on a les États fédérés. La grande subtilité ici, c'est que même si les États fédérés ont leur propre constitution et leurs propres lois, sur la scène internationale, seul l'État central compte. Face au reste du monde, une fédération ne parle que d'une seule et même voix. Pour que ça marche sans exploser, une fédération repose sur 3 principes vitaux. 1. L'autonomie. Chaque État membre gère librement ses affaires internes. 2. La superposition. C'est-à-dire que le droit du gouvernement central est toujours supérieur, il s'impose à tous. Et 3. Le principe de participation. Pour équilibrer le pouvoir, les États fédérés participent directement aux décisions centrales, très souvent à travers une chambre-parlement, comme le Sénat aux États-Unis par exemple. Mais alors, concrètement, qui s'occupe de quoi? Eh bien, ça dépend du modèle. Aux États-Unis, la Constitution fait une liste de ce que fait l'État central, et tout le reste, c'est pour les États locaux. Au Canada, c'est exactement l'inverse. On liste ce que font les provinces, et le gouvernement fédéral récupère le reste. Et en Allemagne, c'est encore différent. Ils ont ce qu'on appelle un fédéralisme coopératif, avec des zones où le gouvernement central et les régions, les Länder, sont obligés de s'asseoir autour de la table et de collaborer. Au fait, une précision absolument cruciale ici. Il ne faut surtout pas confondre une fédération avec une confédération. Ce n'est pas du tout la même chose. Une fédération, c'est basé sur une constitution, et ça forme un seul pays face au monde. Une confédération, c'est juste basé sur un traité international. Chaque État membre reste totalement indépendant et garde sa propre souveraineté. D'ailleurs, l'histoire nous montre que les confédérations sont souvent éphémères. Soit elles se séparent, comme la confédération de Sénégambie à la fin des années 80, soit elles décident de resserrer les liens pour devenir de vraies fédérations, comme l'ont fait la Suisse ou les États-Unis. Et ça nous laisse avec une vraie question pour terminer cette analyse. Regardons l'Union européenne. Les sources la décrivent comme une entité complètement hybride, un peu à mi-chemin entre une simple confédération et un véritable État fédéral, avec des institutions supranationales super puissantes. Alors que nos frontières ont tendance à s'effacer et que ces nouveaux colosses juridiques continuent de grandir, on a le droit de se demander comment l'architecture ultra classique de l'État-nation traditionnel, celle qu'on vient juste de décortiquer, va-t-elle survivre et s'adapter dans le monde de demain? Ça donne vraiment matière à réfléchir.